Sur la piste de l'Eldorado, la légendaire cité de l'or enfouie quelque part dans les jungles d'Amérique du Sud. Des milliers d'hommes en ont rêvé et ont risqué leur vie pour le découvrir. C'était le moteur de la conquête de l'Amérique. Une ville entière recouverte d'or, plus riche que tout ce qu'on pouvait imaginer. Pendant des siècles, la plupart des gens ont cru que l'Eldorado n'était qu'un mythe. Mais aujourd'hui, une découverte récente vient de redonner l'espoir aux explorateurs. Existe-t-il vraiment une ville de l'or qui n'attend plus qu'on la découvre? Ma quête va m'entraîner des sommets des Andes aux eaux glacées du lac Titicaca, en passant par les mystérieuses pyramides de Paratoari, enfouies dans la jungle amazonienne. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Il y a 500 ans, une histoire fascinante a commencé à circuler dans les hautes montagnes des Andes. Elle évoquait un endroit mystérieux où l'or était plus abondant que les feuilles dans les arbres. Les conquistadors espagnols l'appelèrent l'Eldorado et le cherchèrent en vain pendant des siècles. Pour eux, ce n'était pas un mythe. Ils n'y voyaient rien d'impossible, vu les immenses quantités d'or qu'ils avaient réellement tirées d'Amérique du Sud. Bonjour, je suis Josh Bernstein. Nulle part il n'y eut autant d'or qu'ici, à Cusco, au Pérou, l'ancienne capitale des Incas. Au XVe siècle, les Incas avaient créé l'empire le plus vaste et le plus riche de toute l'Amérique précolombienne. Leur territoire s'étendait sur plus de 5000 km, depuis l'Équateur jusqu'au Chili. Les Incas adoraient le soleil. Et l'empereur, qui était considéré comme le fils du soleil, était lui aussi vénéré comme un dieu. Il était entouré d'un luxe inouï, et il était chaque jour revêtu d'habits et de parures en or. Pour les Espagnols, ces histoires de richesses fabuleuses, c'étaient leurs rêves les plus fous qui se matérialisaient. Quand les Espagnols atteignirent Cusco, ils découvrirent des temples recouverts d'or. Les statues, les bijoux, les vêtements, tout était en or. Les Incas semblaient en avoir une réserve inépuisable. Mais les conquistadors réclamaient toujours plus d'or. Ils étaient obsédés par les rumeurs qui évoquaient une ville d'or enfouie dans la jungle. Encore aujourd'hui, ces légendes attirent des aventuriers qui risquent leur vie pour tenter de la découvrir. Pourquoi la légende de l'Eldorado exerce-t-elle une telle fascination? Y aurait-il une part de vérité dans ces histoires? Pour répondre à ces questions, le meilleur point de départ se trouve ici, à Cusco. Aujourd'hui, les symboles de la conquête espagnole sont partout visibles. Mais Cusco est bâti sur des fondations incas, et elles ne sont pas très difficiles à voir. Les Incas passent pour les architectes les plus extraordinaires du Nouveau Monde. Et il est facile de comprendre pourquoi quand on voit avec quelle précision ces blocs ont été taillés et ajustés. Mais l'or des Incas a-t-il aussi bien traversé les siècles que leurs murs? Cette question, je vais la poser à Peter Frost, un historien qui s'est établi à Cusco il y a 30 ans. Peter m'emmène voir la cathédrale construite par les Espagnols avec l'or de la conquête. Je n'ai jamais vu autant d'or. L'hôtel en est couvert de haut en bas. Waouh, alors c'est ici qu'a fini une bonne partie de l'or? Pour une grande part, oui. Les Incas avaient accumulé énormément d'or. 20% allait au roi d'Espagne. C'était sa part du butin de la conquête. Ensuite, les conquistadors prenaient chacun leur part et ils étaient nombreux à faire des dons généreux à l'Église parce que c'étaient des catholiques fervents. Et une bonne quantité de l'or a échoué ici, dans la décoration qui couvre les autels. Et tous ceux qui voyaient les églises étaient impressionnés. C'était aussi le but recherché, convaincre les indigènes de la puissance de la religion espagnole. De la part des Espagnols, c'était une politique intelligente. Ils savaient que pour les Incas, qui avaient façonné eux-mêmes des objets splendides afin d'honorer leur dieu, le soleil, l'or était sacré. Mais l'or avait une toute autre signification pour les conquistadors.
La plupart de ces objets splendides ont été fondus par les Espagnols. Pour eux, ce n'était qu'une matière première, destinée à être transformée en doublons et en lingots. Les Incas qui vivaient à l'époque ont dû accepter de voir leurs reliques sacrées fondues par les Espagnols. En effet, ils ont vu leurs symboles religieux, leur signification et leur cosmologie écrasés et disparaître, fondus. Ce fut un traumatisme majeur pour eux. L'un des traumatismes de la conquête. Pendant que Peter me guide dans la cathédrale, je reste stupéfait devant la quantité d'or accumulée ici. Et pourtant, ce n'est qu'une toute petite partie du trésor de l'empereur Inca. Il était le seul à posséder de l'or dans son empire, et il recevait constamment des tribus levées sur les peuples conquis. L'ordre de grandeur actuel serait des milliards d'euros. C'était une fortune colossale. Une fortune colossale pillée par des gens pauvres. Il faut bien voir que les conquistadors n'étaient rien dans leur pays d'origine. Et soudain, ils se retrouvaient plus riches qu'ils ne l'avaient jamais rêvé. C'est une histoire extraordinaire. Mais quel est le rapport avec la légende de l'Eldorado ? Je pense que l'Eldorado, c'est le rêve de ceux qui n'ont rien. Parce que la première vague de conquistadors s'est retrouvée fabuleusement riche. C'est revenu aux oreilles des Espagnols restés en Europe, mais aussi de ceux qui étaient en Amérique centrale. Et les gens ont commencé à affluer ici. C'était comme une ruée vers l'or. Mais où était l'or ? Presque tout était tombé entre les mains des conquistadors. Alors les suivants, il leur fallait bien un rêve à quoi s'accrocher. Ce que Peter m'explique, c'est que la légende de l'Eldorado a persisté parce que les conquistadors voulaient désespérément y croire. De même, la version Inca de l'histoire a continué à évoluer, longtemps après la conquête espagnole en 1532. D'après la légende, les Incas ont réussi à sauver une partie de leur trésor et ils se sont réfugiés dans une cité mythique au cœur de la forêt amazonienne. Tous ces mythes ont survécu et il y a peut-être un fond de vérité dans ces légendes. La légende de l'Eldorado est faite de tant de couches superposées qu'elle a fini par vivre sa propre vie. Et j'apprends qu'un nouvel indice vient de réapparaître. Une découverte récente ravive les espoirs des explorateurs. L'Eldorado n'est peut-être pas qu'un mythe. J'ai eu la chance de rencontrer un explorateur expérimenté, Greg Deyermenjian. Greg est un psychologue qui travaille à Boston, aux États-Unis. Mais depuis 20 ans, il passe tout son temps libre dans les jungles du Pérou, à la recherche de l'Eldorado. C'est quoi ce nouvel élément qui a réveillé tout le monde? C'est ça. C'est quoi? C'est la copie d'une lettre retrouvée récemment dans les archives du Vatican, écrite par un prêtre jésuite vers 1550. Et qu'est-ce qu'elle dit sur l'Eldorado? Elle décrit le voyage d'un groupe d'Indiens de l'époque vers le royaume de Paititi. C'est quoi Paititi? Paititi serait la capitale de l'or Inca, plus que Cusco. Donc les Incas eux-mêmes croyaient à l'existence d'une ville où l'or était encore plus abondant qu'à Cusco. Et si l'Eldorado des Espagnols, finalement, c'était Paititi? Les Incas croyaient qu'ils descendaient d'un héros mythologique appelé Incari. Il s'était élevé au-dessus des eaux du lac Titicaca pour fonder Cusco, et il avait fini ses jours à Paititi, dans la forêt vierge. Quand les Espagnols ont entendu cette histoire, ils ont commencé à rechercher Paititi, pensant que là se trouvait le véritable Eldorado. Mais ils ne l'ont jamais trouvé. Et maintenant, d'après Greg, cette lettre renforce la théorie selon laquelle Paititi est un lieu qui existe réellement. De plus, la lettre parle d'un endroit riche en or. Et si finalement l'Eldorado existait vraiment? Si on suit ces indications, où se trouve Paititi? On peut aller vers le nord-est et ce document nous donne tout un tas d'indications qu'on n'avait pas auparavant. Au nord-est de Cusco. Oui, au nord-est de Cusco. Ça le mettrait où sur la carte? À une distance indéterminée, dans cette direction. Mais cela nous ferait traverser la région de Pantiacoya, qui est le plus souvent associée à Paititi dans la tradition péruvienne. Pantiacoya, c'est une zone de forêt vierge extrêmement dense, pratiquement inexplorée. Au sud de la région, on trouve une série de formations étranges, appelées les pyramides de Paratoari. Greg a été le premier à les explorer en 1996. À l'époque, il fut incapable de déterminer si les pyramides étaient naturelles ou faites de la main de l'homme.
Elles présentent donc beaucoup d'intérêt, mais il me prévient qu'elles sont d'un accès particulièrement difficile. C'est un terrain accidenté. Il est couvert d'une végétation épaisse, il y a des marécages, des ravins, une jungle d'altitude et une jungle de basse terre, des rivières non navigables, et voyager là-bas, c'est aller d'une difficulté à l'autre. Mais si je voulais y aller en expédition, vous pourriez m'aider à l'organiser? Absolument. Ça, c'est de l'aventure, hein? Je suis emballé à l'idée de retrouver la cité perdue de Paititi. Mais Greg a encore beaucoup de préparatifs à effectuer. Notre expédition doit couvrir une vaste zone, depuis les hautes montagnes jusqu'à la forêt vierge, où bien peu ont pénétré. Je sens que l'aventure est bien engagée. Pendant ce temps, je me lance dans une mini-expédition à mon propre compte. Je sais pourquoi les Espagnols voulaient l'or, mais j'aimerais comprendre ce que le métal précieux représentait pour les Incas. En route pour le lac Titicaca, à une altitude où les gens font plutôt du parachute, je vais plonger dans les eaux glacées d'un des lacs les plus hauts du monde, en quête d'indices sur le mystère de l'Eldorado. Je suis à la recherche de l'Eldorado, la cité légendaire de l'or. J'ai appris qu'ici, au Pérou, on l'appelle Paititi. Et c'est sans doute bien plus qu'une simple légende. À Cusco, j'ai vu une lettre du XVIe siècle qui semble indiquer que la cité existe vraiment. Avant de partir pour Paititi, je fais un détour par le lac Titicaca, le lac sacré des Incas. Dans les légendes, il est associé depuis longtemps à la présence de l'or. Voici le lac Titicaca. C'est à couper le souffle, littéralement. Nous sommes à 3800 mètres d'altitude et j'ai du mal à respirer. Il va me falloir quelques jours pour m'acclimater. Et pourtant, j'ai hâte de plonger. J'ai entendu dire que les Incas jetaient de l'or en sacrifice dans ce lac il y a 500 ans. Pourquoi jetaient-ils quelque chose d'aussi précieux? Je me demande si on peut encore trouver quelque chose au fond du lac. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Plonger à cette altitude représente un véritable défi. Presque personne ne plonge dans le lac Titicaca. Mais mon guide, Gustavo Villavicencio, est un passionné d'archéologie sous-marine, malgré tous ses dangers. La plongée en altitude comporte des risques tout à fait inhabituels. À près de 4000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est inférieure de moitié à ce qu'elle est au niveau de la mer. Ça rend la plongée très dangereuse. Pour être en sécurité, il faut qu'on soit très prudent avec les temps de plongée. Oui, on va être très prudent. On va rester un peu moins que ne le disent les tables à cause de l'altitude? Oui, il faut aussi prendre en compte la température de l'eau. C'est très froid ici, l'eau est à 9 degrés. Ça, c'est de l'eau froide. Oui, c'est de l'eau froide. J'ai plongé dans les Caraïbes et le Pacifique. L'eau est chaude. C'est ma première plongée en eau froide et en altitude. C'est votre première plongée en eau très froide? Très froide? Qu'est-ce qu'on attend? En 2004, un sous-marin télécommandé a repéré une statue en or de 35 kilos au fond du lac. Il en reste donc sans doute beaucoup d'autres à trouver. Mais plonger ici va se révéler particulièrement ardu. J'ai un peu d'appréhension. Je n'ai encore jamais plongé en altitude. Je n'ai jamais plongé dans des eaux super froides. Je m'aperçois que Gustavo porte une sous-couche et pas moi. Il doit savoir quelque chose que j'ignore. Mais tu es un dur. Je suis un dur? T'es plus dur que moi. On va bien voir. Bon, je suis quand même un peu nerveux. L'altitude, tout ça, je ne sais pas comment ça va se passer. À 4000 mètres, on va faire de la plongée. On verra. C'est gelé. Tu ne racontais pas d'histoire. Au départ, c'est comme de plonger dans un baquet de glace. Et je ne suis pas loin de la vérité. Après tout, l'eau n'est qu'à 9 degrés. Mais je me force à m'habituer. Je me déplace et je respire très lentement. Je commence à chercher des reflets dorés. Après des siècles dans l'eau, tout objet ancien repose nécessairement au fond. Chaque rocher, chaque touffe d'herbe cache peut-être un objet précieux. Mais je ne trouverai rien sans faire d'énormes efforts. Le temps passe, on ne peut rester que 25 minutes au fond. Je comprends maintenant pourquoi il faut des semaines pour rapporter le moindre objet d'une expédition.
Il doit exister un moyen plus simple de déterminer pourquoi les Incas offraient de l'or en sacrifice à leurs dieux. Ne tirons pas trop sur la corde. Ça aurait été chouette de trouver de l'or, mais c'était une belle plongée. Vraiment, ça vaut le coup. Le jour suivant, nous repartons sur le lac. Connaissant mon intérêt pour son histoire, Gustavo m'emmène sur une île sacrée. Il me montre des sanctuaires en pierre et m'explique que les adorateurs se réunissaient ici au lever du jour pour honorer le dieu soleil. Qui a construit ça? C'est pré-inca. Tiahuanaco, sans doute. Donc ils sont anciens, c'est là depuis longtemps. Depuis 1 millier d'années. Et si on remontait d'1 millier d'années et qu'on se trouvait là, devant ce sanctuaire, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait tout un groupe de gens prier et jeter des poteries, parfois de l'or, des boîtes en pierre gravées avec des idoles en or à l'intérieur, jeter tout ça dans l'eau du lac. Ils jetaient vraiment de l'or dans le lac? Oui, c'est exact. Donc, longtemps avant les Incas, les anciens Péruviens jetaient déjà de l'or dans le lac en offrande. L'or symbolisait leur dieu, le soleil. L'or n'avait pas de valeur monétaire, mais uniquement une valeur spirituelle. Je découvre aussi que le lac Titicaca est lié de plus près à ma recherche que je ne le croyais. En effet, c'est ici, près de ce lac d'altitude, qu'est née la légende de l'Eldorado. Les indigènes racontaient l'histoire d'un grand roi qui voguait sur le lac à bord d'un radeau doré. Le roi était si riche qu'il était couvert de poussière d'or des pieds à la tête. Il se baignait dans le lac et faisait des offrandes d'or aux dieux. Les Espagnols baptisèrent le roi El Dorado, ce qui veut dire le doré. La légende a commencé à se répandre comme une traînée de poudre et le roi s'est transformé en cité. Mais c'est bien cette histoire qui est à l'origine de l'une des obsessions les plus durables au monde. Des parures d'or, des décorations en or. Je vais découvrir comment les Espagnols ont fait main basse sur les trésors des Incas. Et je partirai ensuite dans la forêt vierge pour tenter de retrouver la cité perdue de Paititi. Je suis sur la piste de l'Eldorado, la cité légendaire que les Incas appelaient Paititi. À Cusco, Greg Deyarmendian m'a montré une lettre vieille de 400 ans qui décrit la cité perdue. C'est à 10 jours de marche de Cusco. Près du lac Titicaca, j'ai découvert les origines du mythe de l'Eldorado et pourquoi les Indiens jetaient de l'or dans l'eau en offrande à leurs dieux. Alertés par des rumeurs sur l'incroyable richesse des Incas, les conquistadors espagnols débarquèrent au Pérou. Ce qu'ils y découvrirent dépassait leurs rêves les plus fous. Je rencontre à nouveau Peter Frost à Cusco. D'après lui, on comprend mieux la situation une fois qu'on a vu ce qui reste de Coricancha, le principal temple inca dédié à l'adoration du soleil. Ce mur était le mur extérieur du temple du soleil et c'est une merveille d'architecture. La manière dont les pierres sont jointes, la courbe. Peter m'explique que les Espagnols construisaient souvent leurs églises par-dessus les temples indigènes. Cela faisait partie de leur plan pour convertir les Incas. Ici, une grande partie du temple original est encore visible à l'intérieur même de l'église. Peter, à quoi pouvait ressembler cet endroit à l'époque des Incas? Ce devait être éblouissant et très impressionnant. Entièrement recouvert d'or, où que l'on regarde, des feuilles d'or sur les murs. Il y avait certainement des décorations en or, des revêtements d'or sur les parois. Ce mur entier aurait été recouvert d'or. Très probablement, oui. Et il y avait des statues en or? Oui. Ce devait être étincelant, très lumineux, vraiment impressionnant. C'est cette capacité de l'or à capter les rayons lumineux qui en avait fait un métal sacré pour les Incas. Ils apprirent à le travailler et à en tirer des formes superbes. Mais ils ne lui accordèrent jamais de valeur marchande, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, en 1532. Les conquistadors étaient commandés par un soudard illettré, Francisco Pizarro. Il était obsédé par le rêve de l'Eldorado. Rusé et sans scrupules, il réussit à convaincre l'empereur Inca de le rencontrer sans armes. Ce fut une erreur fatale.
Et qu'est-il arrivé alors? Eh bien, quand le conquistador espagnol Francisco Pizarro pénétra dans l'Empire Inca, il captura l'empereur qui lui proposa de remplir une salle d'or et 2 salles d'argent en échange de sa liberté. Donc Pizarro prend l'empereur en otage et exige une rançon. C'est ça. Pizarro ne croyait pas que la rançon puisse être payée, mais il laissa 2 mois à l'empereur Atahualpa jusqu'à ce que l'or atteigne une ligne tracée sur le mur de sa cellule. Il envoya même ses hommes aider à la collecte. Pizarro envoya 4 hommes à Cusco. Ils savaient qu'il y avait là-bas une énorme réserve d'or. Ils pénétrèrent dans le temple de Coricancha et voilà ce qu'ils virent. Et de leurs mains nues, ils dépouillèrent les murs de ces extraordinaires trésors qu'ils firent fondre ensuite. Ces 4 soldats espagnols entrent ici, voient que l'endroit est couvert d'or. J'essaie d'imaginer, il y avait de l'or partout. Il y avait tout un jardin en or, des fleurs en or, des épis de maïs en or, des pommes de terre faites d'or et d'argent, des animaux aussi. Et ils ont tout arraché et tout emporté avec eux. Pendant des semaines, l'or a afflué dans la cellule d'Atahualpa, venu de tous les coins de l'Empire Inca. Mais plus la pile montait, plus Pizarro s'inquiétait à l'idée de relâcher son prisonnier. Il décida de ne pas tenir sa promesse et fit assassiner Atahualpa avant que la rançon entière ne soit versée. Les Espagnols détruisirent les trésors culturels des Incas. Ils fondirent l'or en lingots et partagèrent le butin. La légende raconte qu'après la mort d'Atahualpa, certains trésors ne tombèrent pas entre les mains des Espagnols. Les Incas eux-mêmes les emportèrent dans la forêt vierge, jusqu'à la cité perdue de Paititi. Pas étonnant que les conquistadors ne cessèrent de la chercher. Cela me donne une raison de plus pour partir moi-même dans la jungle. Salut Josh, voici Paolino. Et j'ai une super équipe. Greg et son associé, Paolino Mamani, font équipe depuis leur première expédition aux pyramides de Paratoari. La lettre que m'a montrée Greg situe Paititi à 10 jours de voyage de Cusco. En se basant sur sa connaissance des Incas, Greg estime que la cité, si elle existe, doit se trouver au nord-est de Cusco, au-delà de la ville de Choquecancha. C'est dans cette région sauvage, inexplorée, que se cachent les mystérieuses pyramides de Paratoari. Évidemment, les Incas mentionnés dans la lettre ont voyagé à pied jusqu'à Paititi. 400 ans plus tard, il n'est pas possible de suivre exactement le même trajet. Mais d'après Greg, on n'en est pas très loin. Nous allons passer par la vallée sacrée, puis par Choquecancha, qui veut dire enceinte dorée, et qui était un des avant-postes de l'Empire Inca. C'est d'ici que partaient les gens qui allaient au-delà des frontières est et nord-est de l'Empire Inca. Et donc, si nous étions au temps des Incas, on irait de la périphérie vers les territoires inconnus. Oui, exactement. Et cette vallée où on passe en ce moment, les Incas y passaient aussi? Ah oui, c'était très fréquenté à leur époque. Vraiment? C'est la vallée sacrée. On l'appelle la vallée sacrée parce que c'est ici que vivait l'empereur Inca et sa famille. Et je comprends pourquoi il s'y était installé. Le paysage est grandiose. Les collines sont encore cultivées en terrasse, comme au temps des Incas. En fait, le paysage semble avoir peu changé depuis la conquête espagnole. Les descendants des Incas cultivent leurs terres et élèvent des chèvres et des lamas, comme leurs ancêtres le faisaient il y a 600 ans. Nous passons devant de nombreuses ruines Incas. Leurs murs massifs sont toujours aussi impressionnants. Je reste songeur en pensant à la civilisation qui s'est épanouie ici autrefois, et je me demande ce qu'ils auraient pu accomplir si les Espagnols n'avaient pas rêvé de l'Eldorado. Il y a 150 km jusqu'à Choquecancha, où nous laisserons le van. La route est si tortueuse qu'il nous faudra 3h30 pour y parvenir. Mais j'aime autant qu'on prenne notre temps sur des routes comme ça. Je me demande, à propos de l'Eldorado et de Paititi, d'où est-ce que l'or venait?
Il y en avait dans les collines ici? Oui, mais ils en avaient une telle quantité qu'ils devaient en venir d'ailleurs aussi. Et beaucoup de villages de la forêt fournissaient de l'or aux Incas. C'était de l'or alluvial en surface ou bien des mines qu'il fallait creuser? Les deux, mais surtout de l'or en surface. Vraiment? Alors on va en voir? Peut-être. Ce serait génial. Si on en trouve, je peux le garder? Après quelques heures de route, on commence à avoir le sentiment d'arriver au bout du monde civilisé. À l'époque des Incas, cette région près de la frontière est de l'Empire s'appelait Antisuyu. C'était une région inhospitalière et inexplorée comme aujourd'hui. Nous arrivons à Choquecancha en fin d'après-midi. On dirait qu'on nous attend. Je suis attiré par les murs de pierre en bordure de la place. Normalement, on ne trouve pas ce genre d'architecture élaborée dans des endroits aussi reculés. C'est toujours l'indication de quelque chose de très important. Greg me dit que ces murs marquent la frontière nord-est de l'Empire Inca. Au-delà, c'est la frontière et la légendaire cité perdue de Paititi. Après, on n'est plus qu'à une balade en lama de la jungle. On les emmènera jusque-là, mais les lamas n'entreront pas dans la jungle. Non. Mais nous, oui. On va les monter? Non, ils marchent à côté de nous, c'est tout. Je n'y connais rien en fait de lama. J'imagine qu'ils ne font que porter les bagages. Et si on allait là-bas pour que vous me fassiez voir? Les lamas, c'est gentil? Non, ils sont plutôt capricieux. Plutôt capricieux, hein? Il faut les connaître. Bien nerveux. Dans la cordillère des Andes, les lamas sont des bêtes de somme depuis des millénaires. Mais je découvre qu'ils ne sont pas très costauds. Ils ne peuvent guère porter plus de 40 kilos et encore, pas très longtemps. Quand l'un est fatigué, on pose sa charge sur le dos du suivant. Celui-là ne tient pas en place. Les lamas sont finalement prêts, et nous aussi. Le paysage sur les crêtes est magnifique. J'ai l'habitude des montagnes rocheuses, mais une expédition dans les Andes, c'est complètement différent. Je suis suivi par une bande de lamas. Oh oh, il nous rattrape. Il nous rattrape? Je me suis finalement habitué à la haute altitude. À quelle altitude sommes-nous? À peu près 3000 mètres. Donc on est en dessous de Cusco, et bien en dessous du lac Titicaca. Oui, oui. C'est agréable de pouvoir respirer à nouveau. Oui, on est haut quand même. Le chemin que nous suivons est très ancien, mais il est en bon état. Dis-moi, Greg, c'est un sentier Inca, n'est-ce pas? Oui, ça fait partie d'un réseau de chemins Inca depuis Choquecancha vers le nord et vers l'est. Donc ce n'est pas le sentier Inca du Machu Picchu, mais un sentier Inca parmi d'autres. D'une certaine manière, les Incas étaient comme les Romains. Ils ont unifié leur empire grâce à leur système de communication. En tout, ils ont construit plus de 24 000 km de route. Des messagers appelés Chasqui faisaient circuler les nouvelles et les colis d'un bout à l'autre de l'empire. En se relayant, ils pouvaient apporter le poisson frais du Pacifique sur la table de l'empereur à Cusco, soit plus de 400 km en une seule journée. En fait, Greg m'explique que les routes Incas étaient si bonnes que notre voyage à Paititi, malgré la partie du trajet faite en voiture, pourrait nous prendre plus longtemps qu'il n'en fallait il y a 400 ans. Nous continuons à marcher jusqu'à la tombée de la nuit. Cette partie de l'expédition, c'est un peu le calme avant la tempête. Je sais que la traversée de la jungle sera bien plus difficile. Beaucoup d'explorateurs y ont laissé leur vie. Nous allons découvrir une des rares zones inexplorées d'Amérique du Sud. Qui sait quels dangers nous attendent sur la piste de la cité perdue des Incas? Je participe à une expédition dont le but est de retrouver Paititi, l'Eldorado péruvien qui a obsédé des générations de conquistadors. Mon voyage a démarré par la découverte d'une lettre vieille de 400 ans qui décrit un voyage similaire vers Paititi, entrepris par un groupe d'Incas. Le chef de notre expédition, Greg Dayarmenjian, a calculé que la cité perdue se trouve quelque part dans l'impénétrable forêt vierge de Pantiacoya. Au sud de cette région inhospitalière se trouvent les étranges monticules appelés les pyramides de Paratoari.
c'est notre destination finale. Pour y parvenir, nous devrons traverser l'une des forêts vierges les moins connues du monde. Les lamas étaient précieux dans les montagnes, mais ici, dans les basses terres, il fait trop chaud pour eux et ils nous ralentiraient. Notre quête de l'Eldorado se poursuit dans la forêt amazonienne. Pour y pénétrer, nous prendrons le bateau. Hey, Paulino, comment estás? Darwin Moscoso va nous servir de guide sur les nombreuses rivières du secteur. Il faut qu'on se dépêche, la route est longue. Le moteur hors-bord allongé est spécialement adapté aux eaux peu profondes que nous allons rencontrer plus haut dans la forêt. Pourquoi on appelle ce bateau un peke-peke? Peke-peke? Il a un seul cylindre. Il fait pec, 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 pec. Voilà pourquoi. En route pour la jungle. C'est magnifique, regardez ces rochers. Il nous reste environ 100 km à parcourir à vol d'oiseau. Vous avez déjà fait ça? J'espère qu'on ne va pas taper dans un rocher. Mais dans la jungle, la distance ne veut pas dire grand-chose. Se frayer un chemin ici, ça revient à se tailler un passage dans un labyrinthe sans fin. Greg, pour atteindre Paititi, nous suivrons cette large rivière, puis une autre plus petite. Et pour finir, il faudra descendre et nous tailler un chemin? Ouais. Ça a l'air d'un bon plan. Darwin, tu as entendu parler de Paititi? Oui, j'ai essayé de le trouver. Tu l'as cherché? Oui, je l'ai cherché pendant 10 ans. Pendant 10 ans? 10 ans, oui. Et chaque fois, c'est une expédition de 1, 2, 3 ou 4 mois. Greg et Darwin sont tout aussi obsédés par Paititi que les conquistadors l'étaient par l'Eldorado. Au début, je me suis demandé ce qui les poussait à continuer leurs recherches. Et puis, j'ai entendu l'histoire qui a inspiré tous les explorateurs péruviens. C'était en 1911, très haut dans la cordillère des Andes, au nord-est de Cusco, à peu près à 150 km d'ici. Hiram Bingham, un professeur de 35 ans, cherchait une cité inca perdue. Après des semaines de marche vaine et épuisante dans la forêt, il rencontra un garçon indigène qui le conduisit à des ruines ensevelies sous la végétation, tout en haut d'un pic. C'était Machu Picchu. Ce qui n'était qu'une cité disparue est reconnue aujourd'hui comme l'une des plus extraordinaires réalisations des Incas. Ce sont des histoires comme celle-ci qui poussent les explorateurs à s'enfoncer dans les régions hostiles du Pérou, où la forêt vierge est restée pratiquement inviolée depuis 500 ans. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser aux centaines d'explorateurs qui ont péri dans la jungle, massacrés par des tribus hostiles, dévorés par les bêtes sauvages, emportés par les crues soudaines des rivières. C'est très bas. Il faut le tirer? Tu veux qu'on descende pour tirer? Nous rencontrons rapidement des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait, Darwin? C'est le moment de pousser. Il faut pousser. Pas de problème, tu dis pousser, mais fort comment? Il faut qu'on pousse par là, vers le bord. Ok, 1, 2, 3. Il faut qu'on fasse attention aux piqûres de pastenague. D'après Greg, la rivière en est infestée. Il y a aussi des piranhas et des serpents venimeux. Je ne suis pas vraiment fâché de remonter sur le bateau. Nous progressons sur l'un des affluents de la rivière Alto Madre de Dios. Nous espérons que celui-ci nous amènera jusqu'au pied des collines de notre zone de recherche. La rivière a des dizaines d'affluents. Greg, Paulino et Darwin les ont presque tous remontés lors de leurs explorations précédentes. On
On a le sentiment de s'enfoncer de plus en plus profondément dans la forêt primitive. C'est un environnement totalement préservé des activités humaines. Et pourtant, Greg a repéré des ruines non loin d'ici. Et il est certain que Paititi a de bonnes chances de se trouver dans la région. Et on recommence à pousser. Mais maintenant, la rivière se réduit à un mince ruisseau. Il faut bientôt s'ouvrir le chemin à la machette. Nous essayons plusieurs affluents. Le résultat final est toujours le même. Je commence à comprendre pourquoi il y a si peu de gens qui s'aventurent dans ces endroits inaccessibles. Même le Peke-Peke est incapable de progresser plus avant. La rivière n'est plus assez profonde. On dirait bien qu'on ne peut pas aller plus loin en bateau. À partir d'ici, on doit laisser le bateau derrière nous et continuer à pied. Mais nous sommes maintenant à des kilomètres du point de chute prévu, dans une zone de la forêt que ni Greg ni personne du groupe ne connaît. Rejoindre la zone que nous avions l'intention de fouiller près des pyramides de Paratoari va nous obliger à puiser dans nos dernières ressources. Et dans la forêt vierge, chaque pas se révèle dangereux. On est dans un environnement où tout bouge, même les plantes. Et si ça ne bouge pas, ça mord, ça pique. Regardez celui-là. Où ça vous déchire? On avance pas à pas. À ce rythme, il nous faudra une semaine pour atteindre la zone de recherche. À condition de ne pas la manquer. Je savais qu'on cherchait une aiguille dans une botte de foin, mais je ne m'étais pas rendu compte de la taille de la botte. Dans peu de temps, notre expédition dans la forêt vierge va se transformer en cauchemar. C'est débile. Je suis à la recherche de l'Eldorado, la légendaire cité de l'or connue ici au Pérou sous le nom de Paititi. Une lettre vieille de 400 ans indique qu'elle se trouve à 10 jours de Cusco. L'explorateur Greg de Yermenjian a organisé l'expédition. Nous avons suivi les anciens sentiers des Incas pour franchir les Andes et redescendre dans la forêt amazonienne. C'est là que le voyage est devenu pénible. Après nous être échoués de nombreuses fois, nous avons dû continuer le chemin à pied, bien plus tôt que prévu. C'est à la machette que nous nous ouvrons le chemin vers les pyramides de Paratoari. C'est dans cette zone que Paititi devrait se trouver. Alors que nous croyons pouvoir enfin atteindre notre but, la pluie se met à tomber. La pluie sous les tropiques, ce n'est pas vraiment étonnant, mais celle-ci est implacable. Nous avançons encore plus lentement et notre optimisme fléchit à vue d'œil. Maintenant, chaque pas est un piège. Si l'un d'entre nous se tord la cheville ou est mordu par un serpent, nous sommes à des kilomètres d'un médecin. On voit à peine à 3 mètres devant soi. Greg nous répète que la forêt est si dense près des pyramides qu'on pourrait marcher dessus sans même s'en rendre compte. Je repense aux Incas dont parlait la lettre. Impossible de savoir comment ils ont atteint Paititi, ni même si leur histoire est vraie. On pourrait rester des semaines ici et passer à quelques centaines de mètres de notre but sans le voir.
Je pense que c'est débile. Je veux dire, il pourrait y avoir une ville ici, on ne la verrait même pas. Il pleut trop. Greg, qu'est-ce que tu en penses? Pour y arriver, il faut peut-être qu'on revienne en arrière, qu'on trouve un avion, qu'on fasse des repérages aériens et qu'on fasse des plans ensuite. Alors on passerait au-dessus de ça? Bon, je crois qu'on ne va pas réussir à passer. On ferait donc aussi bien de le survoler. Si c'est une option, je dis qu'on devrait l'essayer. La jungle s'est révélée être un adversaire plus redoutable que je ne le pensais. C'est une équipe trempée et plutôt démoralisée qui rebrousse chemin sur le Peke-Peke. Mais il nous reste encore un petit espoir. Il se trouve que l'armée de l'air péruvienne distribue le courrier dans ces régions. À qui, je n'en ai aucune idée. Mais il y a des tribus isolées dans ces coins perdus de l'Amazonie. Nous n'avons peut-être pas réussi à nous approcher des pyramides à pied, mais les militaires péruviens sont d'accord pour nous en donner un aperçu depuis les airs. Le pilote a accepté non seulement d'enlever la porte de l'appareil, mais aussi de ralentir quand nous survolerons la zone. Le moral des troupes s'améliore instantanément. Tant qu'on avançait péniblement dans la forêt, je n'avais pas pris conscience de son immensité. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres. Il y a une succession infinie de rivières. Je me demande combien d'entre elles se terminent en cul-de-sac, comme celle qu'on a empruntée. Soudain, je repère une formation inhabituelle. Des monticules énormes qui s'élèvent d'une manière peu naturelle. C'est certainement les pyramides de Paratoari. Mais est-ce que ce sont vraiment des pyramides? Eh bien, elles ont la forme de pyramides. Mais il y a débat, vraies pyramides ou pas, naturelles ou faites de la main de l'homme, on n'est pas encore très sûr. Je meurs d'envie de descendre et d'aller voir. Mais elles sont tellement enfouies sous la végétation que j'ai du mal à les distinguer. Greg y a passé 4 jours et il n'a pas pu toutes les examiner. Paulino et moi, on a été les premiers à atteindre les pyramides à pied en 1996. Nous avons exploré une grande partie du site. C'est très probablement une formation naturelle. Mais il reste des endroits à explorer. Il faudra peut-être qu'on revienne ici un jour. Le seul moyen d'acquérir une certitude, c'est de venir ici à pied. Il est impossible d'atterrir. Je dois me rendre à l'évidence. Je ne verrai pas ces mystérieuses pyramides de plus près. En tout cas, pas pour le moment. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Ouais. Greg pense que les pyramides sont probablement d'origine naturelle. Mais il reste une petite possibilité qu'elles soient de la main de l'homme. Et peut-être même les vestiges d'une cité disparue comme Paititi. Quoi qu'il en soit, ce bref aperçu m'a fait comprendre pourquoi la légende de l'Eldorado est restée si vivante. Pendant des siècles, c'est la soif de l'or qui a conduit les conquistadors à risquer leur vie dans les jungles du Pérou. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'or qui entraîne les explorateurs. C'est le frisson de la découverte. C'est l'idée de retrouver des merveilles perdues au cours de l'histoire que chacun pourrait à nouveau apprécier. C'est un désir que je partage entièrement.
Une erreur fatale. Et qu'est-il arrivé alors? Eh bien, quand le conquistador espagnol Francisco Pizarro pénétra dans l'Empire Inca, il captura l'empereur qui lui proposa de remplir une salle d'or et 2 salles d'argent en échange de sa liberté. Donc Pizarro prend l'empereur en otage et exige une rançon. C'est ça. Pizarro ne croyait pas que la rançon puisse être payée, mais il laissa 2 mois à l'empereur Atahualpa jusqu'à ce que l'or atteigne une ligne tracée sur le mur de sa cellule. Il envoya même ses hommes aider à la collecte. Pizarro envoya 4 hommes à Cusco. Ils savaient qu'il y avait là-bas une énorme réserve d'or. Ils pénétrèrent dans le temple de Coricancha et voilà ce qu'ils virent. Et de leurs mains nues, ils dépouillèrent les murs de ces extraordinaires trésors qu'ils firent fondre ensuite. Ces 4 soldats espagnols entrent ici, voient que l'endroit est couvert d'or. J'essaie d'imaginer, il y avait de l'or partout. Il y avait tout un jardin en or, des fleurs en or, des épis de maïs en or, des pommes de terre faites d'or et d'argent, des animaux aussi. Et ils ont tout arraché et tout emporté avec eux. Pendant des semaines, l'or a afflué dans la cellule d'Atahualpa, venu de tous les coins de l'Empire Inca. Mais plus la pile montait, plus Pizarro s'inquiétait à l'idée de relâcher son prisonnier. Il décida de ne pas tenir sa promesse et fit assassiner Atahualpa avant que la rançon entière ne soit versée. Les Espagnols détruisirent les trésors culturels des Incas. Ils fondirent l'or en lingots et partagèrent le butin. La légende raconte qu'après la mort d'Atahualpa, certains trésors ne tombèrent pas entre les mains des Espagnols. Les Incas eux-mêmes les emportèrent dans la forêt vierge, jusqu'à la cité perdue de Paititi. Pas étonnant que les conquistadors ne cessèrent de la chercher. Cela me donne une raison de plus pour partir moi-même dans la jungle. Salut Josh, voici Paolino. Et j'ai une super équipe. Greg et son associé, Paolino Mamani, font équipe depuis leur première expédition aux pyramides de Paratoari. La lettre que m'a montrée Greg situe Paititi à 10 jours de voyage de Cusco. En se basant sur sa connaissance des Incas, Greg estime que la cité, si elle existe, doit se trouver au nord-est de Cusco, au-delà de la ville de Choquecancha. C'est dans cette région sauvage, inexplorée, que se cachent les mystérieuses pyramides de Paratoari. Ce sont des histoires comme celle-ci qui poussent les explorateurs à s'enfoncer dans les régions hostiles du Pérou, où la forêt vierge est restée pratiquement inviolée depuis 500 ans. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser aux centaines d'explorateurs qui ont péri dans la jungle, massacrés par des tribus hostiles, dévorés par les bêtes sauvages, emportés par les crues soudaines des rivières. C'est très bas. Il faut le tirer? Tu veux qu'on descende pour tirer? Nous rencontrons rapidement des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait, Darwin? C'est le moment de pousser. Il faut pousser. Pas de problème, tu dis pousser, mais fort comment? Il faut qu'on pousse par là, vers le bord. Ok, 1, 2, 3. Il faut qu'on fasse attention aux piqûres de pastenague. D'après Greg, la rivière en est infestée. Il y a aussi des piranhas et des serpents venimeux. Je ne suis pas vraiment fâché de remonter sur le bateau. Nous progressons sur l'un des affluents de la rivière Alto Madre de Dios. Nous espérons que celui-ci nous amènera jusqu'au pied des collines de notre zone de recherche. La rivière a des dizaines d'affluents,
Greg, Paolino et Darwin les ont presque tous remontés lors de leurs explorations précédentes. On a le sentiment de s'enfoncer de plus en plus profondément dans la forêt primitive. C'est un environnement totalement préservé des activités humaines. Et pourtant, Greg a repéré des ruines non loin d'ici. Et il est certain que Paititi a de bonnes chances de se trouver dans la région. Et on recommence à pousser. Mais maintenant, la rivière se réduit à un mince ruisseau. Il faut bientôt s'ouvrir le chemin à la machette. Nous essayons plusieurs affluents. Le résultat final est toujours le même. Nous continuons à marcher jusqu'à la tombée de la nuit. Cette partie de l'expédition, c'est un peu le calme avant la tempête. Je sais que la traversée de la jungle sera bien plus difficile. Beaucoup d'explorateurs y ont laissé leur vie. Nous allons découvrir une des rares zones inexplorées d'Amérique du Sud. Qui sait quels dangers nous attendent sur la piste de la cité perdue des Incas? Je participe à une expédition dont le but est de retrouver Paititi, l'Eldorado péruvien qui a obsédé des générations de conquistadors. Mon voyage a démarré par la découverte d'une lettre vieille de 400 ans qui décrit un voyage similaire vers Paititi, entrepris par un groupe d'Incas. Le chef de notre expédition, Greg Dayarmenjian, a calculé que la cité perdue se trouve quelque part dans l'impénétrable forêt vierge de Pantiacoya. Au sud de cette région inhospitalière se trouvent les étranges monticules appelés les pyramides de Paratoari. C'est notre destination finale. Pour y parvenir, nous devrons traverser l'une des forêts vierges les moins connues du monde. Les lamas étaient précieux dans les montagnes, mais ici, dans les basses terres, il fait trop chaud pour eux et ils nous ralentiraient. Notre quête de l'Eldorado se poursuit dans la forêt amazonienne. Pour y pénétrer, nous prendrons le bateau. Hey, Paulino, comment estás? Darwin Moscoso va nous servir de guide sur les nombreuses rivières du secteur. Il faut qu'on se dépêche, hein, la route est longue. Le moteur hors-bord allongé est spécialement adapté aux eaux peu profondes que nous allons rencontrer plus haut dans la forêt. Pourquoi on appelle ce bateau un peke-peke? Peke-peke? Il a un seul cylindre. Il fait pec, 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 pec. Voilà pourquoi. En route pour la jungle. C'est magnifique. Regardez ces rochers. Il nous reste environ 100 km à parcourir à vol d'oiseau. Vous avez déjà fait ça? J'espère qu'on ne va pas taper dans un rocher. Mais dans la jungle, la distance ne veut pas dire grand-chose. Se frayer un chemin ici, ça revient à se tailler un passage dans un labyrinthe sans fin. Greg, pour atteindre Paititi, nous suivrons cette large rivière, puis une autre plus petite. Et pour finir, il faudra descendre et nous tailler un chemin? Ouais, ça a l'air d'un bon plan. Darwin, tu as entendu parler de Paititi? Oui, j'ai essayé de le trouver. Tu l'as cherché? Oui, je l'ai cherché pendant 10 ans. Pendant 10 ans? 10 ans, oui. Et chaque fois... Sur la piste de l'Eldorado, la légendaire cité de l'or enfouie quelque part dans les jungles d'Amérique du Sud. Des milliers d'hommes en ont rêvé et ont risqué leur vie pour le découvrir. C'était le moteur de la conquête de l'Amérique.
Une ville entière recouverte d'or, plus riche que tout ce qu'on pouvait imaginer. Pendant des siècles, la plupart des gens ont cru que l'Eldorado n'était qu'un mythe. Mais aujourd'hui, une découverte récente vient de redonner l'espoir aux explorateurs. Existe-t-il vraiment une ville de l'or qui n'attend plus qu'on la découvre? Ma quête va m'entraîner des sommets des Andes aux eaux glacées du lac Titicaca, en passant par les mystérieuses pyramides de Paratoari, enfouies dans la jungle amazonienne. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Il y a 500 ans, une histoire fascinante a commencé à circuler dans les hautes montagnes des Andes. Elle évoquait un endroit mystérieux où l'or était plus abondant que les feuilles dans les arbres. Les conquistadors espagnols l'appelèrent l'Eldorado et le cherchèrent en vain pendant des siècles. Pour eux, ce n'était pas un mythe. Ils n'y voyaient rien d'impossible, vu les immenses quantités d'or qu'ils avaient réellement tirées d'Amérique du Sud. Bonjour, je suis Josh Bernstein. Nulle part il n'y eut autant d'or qu'ici, à Cusco, au Pérou, l'ancienne capitale des Incas. Au XVe siècle, les Incas avaient créé l'empire le plus vaste et le plus riche de toute l'Amérique précolombienne. Leur territoire s'étendait sur plus de 5000 km, depuis l'Équateur jusqu'au Chili. Les Incas adoraient le soleil, et l'empereur, qui était considéré comme le fils du soleil, était lui aussi vénéré comme un dieu. Il était entouré d'un luxe inouï, et il était chaque jour revêtu d'habits et de parures en or. Pour les Espagnols, ces histoires de richesses fabuleuses, c'étaient leurs rêves les plus fous qui se matérialisaient. Répandre comme une traînée de poudre, et le roi s'est transformé en cité. Mais c'est bien cette histoire qui est à l'origine de l'une des obsessions les plus durables au monde. Des parures d'or, des décorations en or. Je vais découvrir comment les Espagnols ont fait main basse sur les trésors des Incas. Et je partirai ensuite dans la forêt vierge pour tenter de retrouver la cité perdue de Paititi. Je suis sur la piste de l'Eldorado, la cité légendaire que les Incas appelaient Paititi. À Cusco, Greg Deyarmendian m'a montré une lettre vieille de 400 ans qui décrit la cité perdue. C'est à 10 jours de marche de Cusco. Près du lac Titicaca, j'ai découvert les origines du mythe de l'Eldorado et pourquoi les Indiens jetaient de l'or dans l'eau en offrande à leurs dieux. Alertés par des rumeurs sur l'incroyable richesse des Incas, les conquistadors espagnols débarquèrent au Pérou. Ce qu'ils y découvrirent dépassait leurs rêves les plus fous. Je rencontre à nouveau Peter Frost à Cusco. D'après lui, on comprend mieux la situation une fois qu'on a vu ce qui reste de Coricancha, le principal temple inca dédié à l'adoration du soleil. Ce mur était le mur extérieur du temple du soleil, et c'est une merveille d'architecture. La manière dont les pierres sont jointes, la courbe. Peter m'explique que les Espagnols construisaient souvent leurs églises par-dessus les temples indigènes. Cela faisait partie de leur plan pour convertir les Incas. Ici, une grande partie du temple original est encore visible à l'intérieur même de l'église. Peter, à quoi pouvait ressembler cet endroit à l'époque des Incas? Ce devait être éblouissant et très impressionnant. Entièrement recouvert d'or, où que l'on regarde, des feuilles d'or sur les murs. Il y avait certainement des décorations en or, des revêtements d'or sur les parois. Ce mur entier aurait été recouvert d'or. Très probablement, oui. Et il y avait des statues en or? Oui. Ce devait être étincelant, très lumineux, vraiment impressionnant. C'est cette capacité de l'or à capter les rayons lumineux qui en avait fait un métal sacré pour les Incas. Ils apprirent à le travailler et à en tirer des formes superbes. Mais ils ne lui accordèrent jamais de valeur marchande, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, en 1532. Les conquistadors étaient commandés par un soudard illettré, Francisco Pizarro. Il était obsédé par le rêve de l'Eldorado. Rusé et sans scrupules, il réussit à convaincre l'empereur inca de le rencontrer sans armes. Ce fut une erreur fatale. Et qu'est-il arrivé alors?
Eh bien, quand le conquistador espagnol Francisco Pizarro pénétra dans l'Empire Inca, il captura l'empereur qui lui proposa de remplir une salle L'expédition dans la forêt vierge va se transformer en cauchemar. C'est débile. Je suis à la recherche de l'Eldorado, la légendaire cité de l'or connue ici au Pérou sous le nom de Paititi. Une lettre vieille de 400 ans indique qu'elle se trouve à 10 jours de Cusco. L'explorateur Greg Deyermendian a organisé l'expédition. Nous avons suivi les anciens sentiers des Incas pour franchir les Andes et redescendre dans la forêt amazonienne. C'est là que le voyage est devenu pénible. Après nous être échoués de nombreuses fois, nous avons dû continuer le chemin à pied, bien plus tôt que prévu. C'est à la machette que nous nous ouvrons le chemin vers les pyramides de Paratoari. C'est dans cette zone que Paititi devrait se trouver. Alors que nous croyons pouvoir enfin atteindre notre but, la pluie se met à tomber. La pluie sous les tropiques, ce n'est pas vraiment étonnant, mais celle-ci est implacable. Nous avançons encore plus lentement et notre optimisme fléchit à vue d'œil. Maintenant, chaque pas est un piège. Si l'un d'entre nous se tord la cheville ou est mordu par un serpent, nous sommes à des kilomètres d'un médecin. On voit à peine à 3 mètres devant soi. Greg nous répète que la forêt est si dense près des pyramides qu'on pourrait marcher dessus sans même s'en rendre compte. Je repense aux Incas dont parlait la lettre. Impossible de savoir comment ils ont atteint Paititi, ni même si leur histoire est vraie. On pourrait rester des semaines ici et passer à quelques centaines de mètres de notre but sans le voir. Je pense que c'est débile. Je veux dire, il pourrait y avoir une ville ici, on ne la verrait même pas. Il pleut trop. Greg, qu'est-ce que tu en penses? Pour y arriver, il faut peut-être qu'on revienne en arrière, qu'on trouve un avion, qu'on fasse des repérages aériens et qu'on fasse des plans ensuite. Alors on passerait au-dessus de ça? Bon, je crois qu'on ne va pas réussir à passer. On ferait donc aussi bien de le survoler. Si c'est une option, je dis qu'on devrait l'essayer. La jungle s'est révélée être un adversaire plus redoutable que je ne le pensais. Je découvre aussi que le lac Titicaca est lié de plus près à ma recherche que je ne le croyais. En effet, c'est ici, près de ce lac d'altitude, qu'est née la légende de l'Eldorado. Les indigènes racontaient l'histoire d'un grand roi qui voguait sur le lac à bord d'un radeau doré. Le roi était si riche qu'il était couvert de poussière d'or des pieds à la tête. Il se baignait dans le lac et faisait des offrandes d'or aux dieux. Les Espagnols baptisèrent le roi El Dorado, ce qui veut dire le doré. La légende a commencé à se répandre comme une traînée de poudre et le roi s'est transformé en cité. Mais c'est bien cette histoire qui est à l'origine de l'une des obsessions les plus durables au monde. Des parures d'or, des décorations en or. Je vais découvrir comment les Espagnols ont fait main basse sur les trésors des Incas. Et je partirai ensuite dans la forêt vierge pour tenter de retrouver la cité perdue de Paititi. Je suis sur la piste de l'Eldorado, la cité légendaire que les Incas appelaient Paititi. À Cusco, Greg Deyermendian m'a montré une lettre vieille de 400 ans qui décrit la cité perdue. C'est à 10 jours de marche de Cusco. Près du lac Titicaca, j'ai découvert les origines du mythe de l'Eldorado et pourquoi les Indiens jetaient de l'or dans l'eau en offrande à leurs dieux. Alertés par des rumeurs sur l'incroyable richesse des Incas, les conquistadors espagnols débarquèrent au Pérou. Ce qu'ils y découvrirent dépassait leurs rêves les plus fous.
Je rencontre à nouveau Peter Frost à Cusco. D'après lui, on comprend mieux la situation une fois qu'on a vu ce qui reste de Coricancha, le principal temple inca dédié à l'adoration du soleil. Ce mur était le mur extérieur du temple du soleil et c'est une merveille d'architecture. La manière dont les pierres sont jointes, la courbe. Peter m'explique que les Espagnols construisaient souvent leurs églises par-dessus les temples indigènes. Cela faisait partie de leur plan pour convertir les Incas. Ici, une grande partie du temple original est encore visible à l'intérieur même de l'église. Peter, à quoi pouvait ressembler cet endroit à l'époque des Incas ? Ce devait être éblouissant et très impressionnant. Entièrement recouvert d'or, où que l'on regarde, des feuilles d'or sur les murs. Il y avait certainement des décorations en or, des revêtements d'or sur les parois. Ce mur entier aurait été recouvert d'or. Très probablement, oui. Et il y avait des statues en or ? Oui. Ce devait être étincelant, très lumineux, vraiment impressionnant. C'est cette capacité de l'or à capter les rayons lumineux qui en avait fait un métal sacré pour les Incas. Ils apprirent à le travailler et à en tirer des formes superbes. La légende raconte qu'après la mort d'Atahualpa, certains trésors ne tombèrent pas entre les mains des Espagnols. Les Incas eux-mêmes les emportèrent dans la forêt vierge, jusqu'à la cité perdue de Paititi. Pas étonnant que les conquistadors ne cessèrent de la chercher. Cela me donne une raison de plus pour partir moi-même dans la jungle. Salut Josh, voici Paolino. Et j'ai une super équipe. Greg et son associé, Paolino Mamani, font équipe depuis leur première expédition aux pyramides de Paratoari. La lettre que m'a montrée Greg situe Paititi à 10 jours de voyage de Cusco. En se basant sur sa connaissance des Incas, Greg estime que la cité, si elle existe, doit se trouver au nord-est de Cusco, au-delà de la ville de Choquecancha. C'est dans cette région sauvage, inexplorée, que se cachent les mystérieuses pyramides de Paratoari. Évidemment, les Incas mentionnés dans la lettre ont voyagé à pied jusqu'à Paititi. 400 ans plus tard, il n'est pas possible de suivre exactement le même trajet. Mais d'après Greg, on n'en est pas très loin. Nous allons passer par la vallée sacrée, puis par Choquecancha, qui veut dire enceinte dorée, et qui était un des avant-postes de l'Empire Inca. C'est d'ici que partaient les gens qui allaient au-delà des frontières est et nord-est de l'Empire Inca. Et donc, si nous étions au temps des Incas, on irait de la périphérie vers les territoires inconnus. Oui, exactement. Et cette vallée où on passe en ce moment, les Incas y passaient aussi? Ah oui, c'était très fréquenté à leur époque. Vraiment? C'est la vallée sacrée. On l'appelle la vallée sacrée parce que c'est ici que vivait l'empereur Inca et sa famille. Et je comprends pourquoi il s'y était installé. Le paysage est grandiose. Les collines sont encore cultivées en terrasse, comme au temps des Incas. En fait, le paysage semble avoir peu changé depuis la conquête espagnole. Les descendants des Incas cultivent leurs terres et élèvent des chèvres et des lamas, comme leurs ancêtres le faisaient il y a 600 ans. Nous passons devant de nombreuses ruines Incas. Leurs murs massifs sont toujours aussi impressionnants. Je reste songeur en pensant à la civilisation qui s'est épanouie ici autrefois, et je me demande ce qu'ils auraient pu accomplir si les Espagnols n'avaient pas rêvé de l'Eldorado. Il y a 150 km jusqu'à Choquecancha, où nous laisserons le van. La route est si tortueuse qu'il nous faudra 3h30 pour y parvenir. Mais j'aime autant qu'on prenne notre temps sur des routes comme ça. Ils ne lui accordèrent jamais de valeur marchande, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, en 1532. Les conquistadors étaient commandés par un soudard illettré, Francisco Pizarro. Il était obsédé par le rêve de l'Eldorado. Rusé et sans scrupules, il réussit à convaincre l'empereur Inca de le rencontrer sans armes. Ce fut une erreur fatale. Et qu'est-il arrivé alors?
Eh bien, quand le conquistador espagnol Francisco Pizarro pénétra dans l'Empire Inca, il captura l'empereur qui lui proposa de remplir une salle d'or et 2 salles d'argent en échange de sa liberté. Donc Pizarro prend l'empereur en otage et exige une rançon. C'est ça. Pizarro ne croyait pas que la rançon puisse être payée, mais il laissa 2 mois à l'empereur Atahualpa jusqu'à ce que l'or atteigne une ligne tracée sur le mur de sa cellule. Il envoya même ses hommes aider à la collecte. Pizarro envoya 4 hommes à Cusco. Il savait qu'il y avait là-bas une énorme réserve d'or. Ils pénétrèrent dans le temple de Coricancha et voilà ce qu'ils virent. Et de leurs mains nues, ils dépouillèrent les murs de ces extraordinaires trésors qu'ils firent fondre ensuite. Ces 4 soldats espagnols entrent ici, voient que l'endroit est couvert d'or. J'essaie d'imaginer, il y avait de l'or partout. Il y avait tout un jardin en or, des fleurs en or, des épis de maïs en or, des pommes de terre faites d'or et d'argent, des animaux aussi. Et ils ont tout arraché et tout emporté avec eux. Pendant des semaines, l'or a afflué dans la cellule d'Atahualpa, venu de tous les coins de l'Empire Inca. Mais plus la pile montait, plus Pizarro s'inquiétait à l'idée de relâcher son prisonnier. Il décida de ne pas tenir sa promesse et fit assassiner Atahualpa avant que la rançon entière ne soit versée. Les Espagnols détruisirent les trésors culturels des Incas. Ils fondirent l'or en lingots et partagèrent le butin. La légende raconte qu'après la mort d'Atahualpa, certains trésors ne tombèrent pas entre les mains des Espagnols. Les Incas eux-mêmes les emportèrent dans la forêt vierge, jusqu'à la cité perdue de Paititi. Pas étonnant que les conquistadors ne cessèrent de la chercher. Cela me donne une raison de plus pour partir moi-même dans la jungle. Salut Josh, voici Paulino. Et pour m'avancer péniblement dans la forêt, je n'avais pas pris conscience de son immensité. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres. Il y a une succession infinie de rivières. Je me demande combien d'entre elles se terminent en cul-de-sac, comme celle qu'on a empruntée. Soudain, je repère une formation inhabituelle. Des monticules énormes qui s'élèvent d'une manière peu naturelle. C'est certainement les pyramides de Paratoari. Mais est-ce que ce sont vraiment des pyramides? Eh bien, elles ont la forme de pyramides. Mais il y a débat, vraies pyramides ou pas, naturelles ou faites de la main de l'homme, on n'est pas encore très sûr. Je meurs d'envie de descendre et d'aller voir. Mais elles sont tellement enfouies sous la végétation que j'ai du mal à les distinguer. Greg y a passé 4 jours et il n'a pas pu toutes les examiner. Paulino et moi, on a été les premiers à atteindre les pyramides à pied en 1996. Nous avons exploré une grande partie du site. C'est très probablement une formation naturelle. Mais il reste des endroits à explorer. Il faudra peut-être qu'on revienne ici un jour. Le seul moyen d'acquérir une certitude, c'est de venir ici à pied. Il est impossible d'atterrir. Je dois me rendre à l'évidence. Je ne verrai pas ces mystérieuses pyramides de plus près. En tout cas, pas pour le moment. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Oui. Greg pense que les pyramides sont probablement d'origine naturelle. Mais il reste une petite possibilité qu'elles soient de la main de l'homme. Et peut-être même les vestiges d'une cité disparue comme Paititi. Quoi qu'il en soit, ce bref aperçu m'a fait comprendre pourquoi la légende de l'Eldorado est restée si vivante. Pendant des siècles, c'est la soif de l'or qui a conduit les conquistadors à risquer leur vie dans les jungles du Pérou. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'or qui entraîne les explorateurs. C'est le frisson de la découverte. C'est l'idée de retrouver des merveilles perdues au cours de l'histoire que chacun pourrait à nouveau apprécier. C'est un désir que je partage entièrement.